Michel Kreutzer, bonjour. Je montre votre formidable couverture du livre que vous avez publié aux éditions Le Pommier sur les folies animales. Drôle de sujet, les folies animales, quand même. Est-ce que ça existe? Parce qu'on se dit toujours que c'est un peu une spécialité humaine, mais non, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Alors ça, c'est la première question qui m'a été posée quand je suis arrivé à l'université de Nanterre pour enseigner, parce que mes collègues me disaient « mais qu'est-ce que tu as à nous apprendre ?» C'était les collègues de psychopathologie et de psychologie clinique. La folie, c'est spécifique à l'humain. Les animaux, ils ont éventuellement des comportements anormaux et atypiques, mais ça ne peut pas être comparable aux humains, tout simplement parce que chez l'humain, il y a le langage. C'était l'époque aussi où on était très lacanien, et voilà, le par-l'être, c'était le modèle. Et ça m'a quand même interpellé cette affaire-là, comme on disait à l'époque, parce que je me suis dit, mais quand même, les animaux, quand ils vivent dans un environnement qui ne leur apporte pas satisfaction, ils doivent bien montrer des comportements qui sont un peu bizarres. Voilà comment je pensais l'affaire. Et puis, en regardant un petit peu ce que racontait l'étymologie du mot, j'ai vu que le même mot, folie, furie, s'appliquait aussi bien chez les Grecs et chez les Romains et dans beaucoup de groupes humains, aussi bien aux animaux qu'aux humains. Donc spontanément, on faisait les inférences et je me demandais pourquoi les psychologues de Nanterre voulaient autant distinguer. Voilà. Parce qu'en fait, vous faites la différence aussi entre folie et pathologie. Donc, quelle est la différence finalement pour les animaux? En fait, tous les animaux sont fous finalement. À partir du moment où on vit, il y a de la souffrance, donc il y a forcément des folies, alors qu'après, il y a des pathologies qui sont plus... Oui, alors, folie, je l'ai pris au sens le plus général, c'est-à-dire la folie, dès l'instant où on en fait trop, on est en furie, en colère, ou bien on présente une crise de folie, ou bien on dit aussi, pour les animaux comme parfois les humains, ils sont en folie, ça veut dire ils sont en chaleur, ils sont en rut, ils sont dans une période de désir sexuel. Et puis aussi la dépression, voilà. Donc le trop et le manque, le trop et le trop peu sont des formes de folie, et ça me paraît consubstantiel à la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille avec des individus qui cherchent à chaque instant à minimiser leurs activités. De temps en temps, ils sont dans les excès, dans un sens ou dans un autre. Donc le terme de folie me paraît un terme très général, applicable aux humains et aux animaux. Les pathologies, alors c'est là que l'on commence à s'interroger. Est-ce qu'il y a des conditions particulières de la vie dans l'enfance ou de la vie avec son environnement qui font que les individus vont présenter des troubles du comportement? Et Henriet, dans les années 60, avait organisé un colloque et ensuite a écrit un bouquin, ce qui s'appelait Psychiatrie animale. Et justement, la question c'est de savoir, est-ce qu'on place parfois les animaux dans des situations où ils vont montrer des pathologies qui seraient similaires à celles des humains? Et est-ce qu'il y aurait des modèles animaux, des pathologies et des psychopathologies humaines? Là, les réponses étaient très contrastées. Elles le sont parfois encore, en dépit de nombreux modèles animaux qui ont été constitués. Alors surtout que ce qu'on voit bien aussi dans votre livre, c'est qu'il y a à la fois les folies liées à l'animal à côté des humains, donc évidemment on pense aux animaux enfermés dans des cages, aux animaux malheureux à cause de nous, mais après il y a les folies des animaux sauvages, là l'humain n'a rien à voir avec ça, et il y en a quand même certaines folies manifestement dans la vie animale, enfin dans la vie sauvage, mais c'est pas évident de l'étudier. Alors, il y a quelque chose sur lequel je m'interroge, c'est effectivement l'existence des pathologies qui sont comparables à celles des humains, ces animaux qui vivent en totale liberté dans la nature. Par exemple, il y a la question de l'autisme. Des auteurs soutiennent que, en nature, on trouve des individus qui sont en retrait dans leurs relations sociales avec les autres et qui présentent des personnalités ou des caractéristiques qui pourrait être du domaine de l'autisme ou le laisser penser. Il faut dire que le nombre de personnes autistes chez les humains est quand même pas très important, heureusement, et qu'il faudrait examiner un très très grand nombre d'animaux en nature pour voir si on a des individus qui sont des personnalités autistes. En revanche, il y a quelque chose qui a été plus étudié, ce sont les cas d'infanticide, les animaux qui tuent des jeunes. Une petite différence souvent avec les humains, c'est que ces infanticides chez les animaux sont très peu documentés les cas où ils tuent leurs propres jeunes. Par contre, on trouve documenté chez les humains pas mal de cas où ce sont les parents qui tuent leurs jeunes. Donc, sous la notion d'infanticide, il y a sans doute une grande diversité de modes et d'exemples. Voilà. Oui, chez l'animal, c'est peut-être plus une question de pouvoir, de prise de pouvoir, que réellement d'infanticide. Les premières... faut dire que la question de l'infanticide n'était pas facile à
à analyser pour les éthologues, dans la mesure où on pensait que les individus cherchent à promouvoir la vie. Voilà, les individus sont là pourquoi? Pour survivre et se reproduire, et puis mettre en place des mécanismes pour assurer la régulation de tout ça. Alors, l'idée d'aller tuer des jeunes, c'est un peu contraire à cette vision de la vie. Donc les premiers cas d'infanticide chez des vertébrés qui ont été bien documentés, c'était des cas chez les langures où de nouveaux mâles qui s'installaient dans un groupe, en ayant chassé le mâle précédent, tuaient systématiquement tous les jeunes, mâles ou femelles, qui étaient nés du mâle précédent. Les femelles semblent s'y opposer, mais pas toujours vraiment, et des auteurs ont alors émis l'hypothèse qui paraissait absolument scandaleuse, c'était que si le mâle faisait ça, ça permettait aux femelles de revenir rapidement en œstrus et d'accepter de copuler avec eux et qu'ils auraient des jeunes. Alors, imaginez que ces individus faisaient ça avec cette intention, c'était pas forcément facile, et ça introduisait l'idée de meurtre chez les animaux, de meurtre de jeunes, que pour des raisons sans doute un peu éthiques, les auteurs ne voulaient pas entendre parler ou avaient des difficultés à accepter. Après, on a découvert que des infanticides, chez un grand nombre d'espèces, continuellement, qui peuvent être pratiqués, qui peuvent être pratiqués aussi bien par des mâles que des femelles, chez des oiseaux, chez les chimpanzés, voilà, oui, donc chez les dauphins. Il y a aussi une face sombre chez les animaux, il n'y a pas que chez nous. Oui.